autrement, 9h moins le quart. La revue de presse d'Olivier Delagarde. Olivier, heureusement qu'il y a le football ce matin. Et oui, Dimitri, c'est le seul sujet un peu enthousiasmant pour les journaux qui sont parvenus à veiller quand même assez tard. Quel kiff s'exclame au bout de la nuit et probablement la paupière un peu lourde l'équipe en gros titre après le flop du match aller perdu 2-0 à Split. Les Bleus ont donc retrouvé leur force collective et les commentateurs n'ont pas envie de bouder leur plaisir, même si, comme le reconnaît Vincent Duluc, la Ligue des Nations n'est pas la compétition du siècle. Les Français sont là où ils voulaient être en demi-finale. Ce sera donc en juin prochain face à l'Espagne et cette victoire tombe bien pour les Bleus, souligne aussi Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France. C'est le genre de performance qui peut effectivement réconcilier d'un éventuel désamour ou d'une désertion que sous-entend l'érosion des audiences de l'équipe de France. Il s'est passé quelque chose ce dimanche au Stade de France, dans la grande tradition des grosses performances tricolores, conclut-il. Voilà, ça c'est pour le bon côté de l'actualité. Malheureusement, il s'est aussi passé quelque chose ce samedi à Orléans, dans le Loiret. Et vous voulez bien sûr parler de l'agression d'un rabbin. Oui, que l'on a appris hier, et la presse a quand même un peu de mal à embrayer. On sent qu'on va encore nous refaire le coup du simple fait divers, auquel il ne faut absolument pas chercher la moindre signification sociétale. Ça va être encore de l'antisémitisme résiduel. Bon, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France que vous en apprendrez le plus. Ce matin, le rabbin Elie Engelberg raconte qu'il a croisé le regard d'un homme qu'il ne connaissait pas, qui lui a demandé s'il était juif. J'ai dit que oui, il m'a alors insulté, m'a craché dessus. J'ai pu éloigner mon fils avant qu'il m'empoigne. C'est là qu'il m'a mordu le dos. Il est frappé à la tête, sa kippa, son chapeau tombe. Un commerçant s'interpose et met l'agresseur en fuite. Interpellé par les fonctionnaires de la BAC dans la soirée, l'auteur présumé affirme avoir 16 ans, explique le Parisien, être d'origine palestinienne. Le président de la communauté juive d'Orléans a confié que le jeune homme serait maghrébin d'origine marocaine et venu de Marseille. Et cette agression intervient le jour où l'extrême gauche défilait contre le racisme et l'antisémitisme, c'était samedi. Ouais, l'incroyable aplomb des insoumis, s'exclame Guillaume Tabar dans le Figaro. Dans les cortèges, nombre de drapeaux palestiniens, algériens ou kanaks, mais aucun drapeau tricolore et une foultitude de slogans contre Israël, contre l'État, contre les flics, contre les blancs, contre les fachos. Et tout ça, visiblement, ne posait pas de problème à SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, la FSU, la CGT et d'autres associations qui battaient le pavé à leur côté. Les manifestations des Insoumis rappellent celles des communistes français au temps de la guerre froide, écrit l'éditorialiste du Figaro. À l'époque, manifester pour la paix et contre le fascisme était prétexte à l'alignement le plus servile sur le totalitarisme soviétique. Aujourd'hui, s'arroger l'étendard de la lutte contre le racisme permet de jeter un voile impudique sur la montée d'un nouvel antisémitisme qui n'a rien de résiduel, comme l'avait prétendu Mélenchon. On passe, Olivier Delagarde, à l'actualité économique. Oui, et d'abord, on parlait d'associations de gauche. Cette info que nous donne Les Échos. Greenpeace vient d'être condamné aux États-Unis, écoutez bien, à 655 millions de dollars. Une décision qui met à mal l'impunité des défenseurs autoproclamés de la planète. Greenpeace a été condamné pour diffamation, incitation à la violence dans le cadre de manifestations contre la construction d'un oléoduc dans le Dakota du Nord. La condamnation de Greenpeace, qui a fait appel, a suscité de vives réactions, souligne le journal, et une forme de surprise du fait du niveau des dommages et intérêts requis. Sinon, évidemment, la grosse actualité économique, c'est le limogeage du patron d'EDF par l'Élysée. Vous lirez de longs papiers sur le sujet dans Les Échos, le Figaro, Écho, l'Opinion. Alors, pour vous résumer à gros traits les choses, Luc Rémont, l'ancien président, avait pour stratégie de vendre l'électricité à un prix élevé, alors que les industriels français plaidaient pour des tarifs plus doux afin de rester compétitifs au niveau international. L'Élysée a donc tranché en leur faveur en virant Luc Rémont. Celui-ci, moyennement bon joueur, accorde une longue interview furibarde au Figaro. EDF n'a pas de leçon de patriotisme industriel à recevoir, déclare-t-il. J'ai constaté malheureusement une dégradation réelle dans la capacité de l'État à concevoir le changement en intégrant l'économie d'entreprise et à tenir sa parole. Voilà, je vous fais grâce des jeux de mots sur ce grand patron qui disjoncte et sur le courant qui ne passe plus entre l'Élysée et EDF. Allez, passons à une information moyennement rassurante. Ouais, vous la découvrirez dans les pages santé du Figaro. Si vous devez vous faire opérer, il vaut mieux éviter de faire ça un vendredi. Parce que ce jour-là, c'est malheureusement prouvé statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances de faire des complications, nous explique Anne Prigent. Et vous avez même 5% de chances en plus de mourir. Ah bon ?
Pourquoi ? Parce que les équipes en fin de semaine sont réduites. Et puis le chirurgien a peut-être aussi déjà la tête en week-end. Et d'ailleurs, la plupart des praticiens ont intégré ce risque, déclare au journal le président de l'Association française de chirurgie. Dans tous les services où je suis passé, on évitait les grosses opérations, non seulement le vendredi, mais encore en toute fin d'après-midi, ou bien la veille de nos vacances. Ça tombe bien, c'est lundi, parfait pour passer sur le billard. Je suis malade, complètement malade. Ouais, c'est bien, on écoute Serge là. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, Dimitri ? Allez, on vous le concède. Bon, allez-y. Parce que, bon, je sais bien que le principe d'une revue de presse, c'est de vous dire ce qu'il y a chaque matin dans les journaux. Eh bien, exceptionnellement, je vais terminer par une info que les journaux ont oubliée. En tout cas, je l'ai cherché en vain, parce que aujourd'hui, c'est un anniversaire, et pas n'importe quel anniversaire, le 60e anniversaire de la sortie d'un film. Film qui a détenu longtemps le record du nombre de spectateurs au cinéma, près de 12 millions. Il ne fut détrôné longtemps plus tard que par les visiteurs. Alors, si vous n'avez pas trouvé ce dont je doute quand même, écoutez cet extrait. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'oublies, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Ah, Un bon. piéton, comme tout le monde. Évidemment, Le Cornio, vous l'aviez trouvé, sorti en salle le 24 mars 65. La presse l'a complètement oublié, c'est un peu dommage. Alors, je vous ai passé évidemment cet extrait du début le plus célèbre, mais je vous l'avoue que j'ai un petit faible, moi, pour la scène où Bourvil danse dans un camping avec une copine allemande. Rappelez-vous, c'est délicieusement années 60. Et la musique est signée Georges Delerue. Mais il se dandine, Olivier. Mais oui, Olivier Delagarde et ses Il copines se allemandes. dandine, Olivier. Non mais dites donc, Anissa. Alors, si vous étiez corporate, Oui. vous auriez dit quand même que lors d'Autriche a consacré ce matin Et les enfants mais là où d'Europe je 1 suis corporate, aux 60 c'est que ans du je Cornio. passe la parole à Anissa parce que elle va nous Oui, vendre un j'ai petit quelque chose à podcast vous dire. Europe 1. Oui. Et oui, à l'occasion